vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture, de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beau divertissement, et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des droïdes, des guitares électriques, des AirPods et les traces d'un avion dans le ciel. Après le journal à 12h55, nous parlerons de musique et de 2 albums qui sortent aujourd'hui, ceux de Lana Del Rey et de Mustang. Mais pour l'heure, je suis avec Olivier Lam, critique et journaliste à Libération et en ligne, avec Philippe Azouri, rédacteur en chef culture à Vanity Fair. Nous parlons de cinéma sur nos écrans petits, toujours. THX 1138, le premier film de George Lucas, et tout de suite La Voix humaine, version Pedro Almodóvar. There was a time, 4 straight years until 3 days ago, when I waited for you while I watched a DVD or read, and you always came back. The night was ours, and some entire mornings. There were also afternoons, which, as if by magic, turned into nights. You always came back. Until 3 days ago. Au départ, La Voix humaine, c'est une pièce de théâtre de Jean Cocteau en un acte, créée en 1930, un monologue écrit pour une femme, au téléphone, avec un amant qui l'a quittée. Grande fortune pour ce texte, L'Amoré, un film de Rossellini dont Almodóvar se revendique, mais aussi un très beau monologue chanté de Francis Poulenc. Pedro Almodóvar adapte le texte dans un film de 30 minutes qui sort directement en DVD et VOD avec l'actrice britannique Tilda Swinton, on l'entendait. Elle est dans un décor d'appartement coloré et faux puisqu'on le découvre assez vite, posé au centre d'une vaste plateforme comme un plateau de cinéma. Olivier Lam, premier regard sur ce film d'Almodóvar. Le générique qui est très beau, qui est constitué de lettres formées avec des outils. Et la première scène, après l'introduction, qui est une visite dans un magasin de bricolage où Tilda Swinton achète une hache, laisse espérer quelque chose d'assez chouette, peut-être un retour à quelque chose d'un peu plus bricolé, si on veut lire un peu entre les lignes. Et surtout, peut-être un peu d'ultra-violence. On est en droit en mesure de l'espérer, parce que Tilda Swinton récemment a joué dans l'affreux remake de Suspiria, mais pas inintéressant. Et puis voilà, on sait que Almodóvar est capable de faire des choses merveilleuses avec le fantastique, comme La Piel qui habito. Et puis en fait, non, pas du tout. C'est vraiment dans la continuité de ses précédents. C'est un film complètement envapé dans des très chics atours dépressifs, quoi, le chic dépressif de ces 2 films précédents, de couleurs sursignifiantes, jusqu'à fétichiser le décor, vous l'avez dit, façon, je sais pas, Synecdoche New York ou un plateau de théâtre. Oui, ou d'art contemporain. Il y a une sorte de mélange de tout l'art qui peut être un peu chic. Quoi, exactement. Et en fait, sauf que c'est vraiment la version complètement vidée de ça. Parce que moi, je trouve les mélodrames récents de Almodóvar absolument magnifiques. Et surtout, il y a une manière d'investir ce chic qui est totalement dépressif, on l'a dit, et tragique. Là, on va en reparler. Il ne se passe pas grand-chose avec ce chic, ni avec le reste ailleurs, ni avec le dispositif. Philippe Azouri, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je suis un peu sur la position d'Olivier sur la déception par rapport au dernier mélodrame d'Almodóvar qui était magnifique. Douleur et gloire, avec Antonio Banderas. Voilà, mais même les deux, depuis La Piel qui habito, il y a vraiment chez lui quelque chose qui est retrouvé. Là, moi je traînais un peu les pieds déjà à l'idée de voir le film. D'une part parce que c'est une des plus belles pièces de Cocteau. Ce qu'en a fait Rossellini avec Anna Magnani dans La Mole, et donc c'est juste à peu près hallucinant, parce que quiconque a vu ce film une fois dans sa vie, à 10 ans, 20 ans, 30 ans,
garde en mémoire ce visage. Le film ne quitte pas le visage de Magnani sur 30 minutes et ce monologue qui est quasiment performatif. Et je ne voyais pas ce qu'Almodovar pouvait rajouter à ça, sachant que lui-même était déjà passé par ce texte-là pour un film que moi j'aime beaucoup de lui, mais effectivement qui est déjà d'une précédente période, autour de laquelle je pense que déjà Almodovar a à peu près tout dit, qui était de Femmes au bord de la crise de nerfs. Je suis un peu comme Olivier, hein, ce que je disais, c'est-à-dire que j'ai à la fois beaucoup de déception sur ce que le film n'arrive pas à dépasser, et en même temps j'y vois un message, une forme nostalgique, voire dépressive d'Almodovar par rapport à l'état du cinéma qui peut m'intéresser. Je m'explique un peu, c'était un critique merveilleux qui s'appelait Jean-Claude Biette, un critique de cinéma merveilleux, qui avait une expression qui s'appelait le cinéma filmé. Il avait forgé cette expression-là. Et on est vraiment face à ça, on a l'impression d'un cinéma filmé. C'est-à-dire que cette pièce, cette scène, ce set de théâtre ou de tournage, mais qui est à la fois aussi cet appartement, ce monde enfermé, on a déjà l'impression que c'est du cinéma qui se regarde lui-même, qui potentiellement même propose une sorte de culture de lui-même. Et puis on y voit très vite un univers qui est refermé, qui est à la fois magnifiquement designé et qui est quand même lourdement publicitaire. On n'a pas encore parlé des placements de produits. Oui, alors c'est une beaucoup vraie trop question. nombreux dans ce film-là. Peut-être parlons-en parce que je me suis vraiment posé la Oui, question du statut du film à l'aune du placement, mais c'est très étonnant. Il y a un gros flacon de Chanel qui est clairement là pour faire de la publicité. Elle-même, la manière dont elle est habillée, il y a quelque chose presque du défilé de mode. Tilda Swinton, c'est aussi une icône de la mode, donc on la voit évoluer dans cet appartement comme dans un défilé de mode tels qu'ils sont aujourd'hui dématérialisés et donc à la vidéo. Enfin, la vidéo, maintenant, s'est emparée de cet objet-là. Et je me suis même posé la question de ses financements, de sa forme même. Est-ce que ce film est un clip pour Chanel ? Est-ce qu'il a été produit par des industries du luxe ? Je me suis vraiment posé la question. Non, mais la question se pose parce que moi, j'ai pas pu faire réponse que vous parce qu'Almodovar est très là-dessus. Enfin, c'est produit par sa boîte. Alors, j'imagine qu'évidemment les placements de produits Chanel ou autres ne sont pas fortuits. Et surtout, ils sont pas gratuits. Mais le film n'a jamais été annoncé comme étant une collaboration entre une marque et un film, comme ça peut se faire actuellement, parce qu'il y a quasiment plus de défilés. Enfin, chaque marque essaye aujourd'hui de réinventer quelque chose, ça à travers un livre, des chorégraphies. On a vu ça avec Hermès. Mais là, non, c'est pas vendu de cette sorte-là, même si c'est quand même assez troublant l'aspect quand même lourdement publicitaire du film. Olivier Lam. Mais bon, enfin voilà. Ça. Non mais surtout qu'on a vu quelquefois réalisé par des grands réalisateurs comme Scorsese et avec des stars comme Gaspard Ulliel, on a vu des longues, très très longues publicités qui en fait étaient des courts-métrages qui avaient quasiment la durée de ce film, donc effectivement, et qui étaient on va dire autour de dispositifs scénaristiques plutôt romanesque, donc forcément il y a un questionnement, en tout cas il y a pas un questionnement, il y a un questionnement esthétique. Je pense pas que on peut remettre en cause l'intention à la base d'Almodovar ni même de Tilda Swinton, mais c'est clair qu'il y a un trouble qui se crée à cet endroit-là. Et qui se crée d'autant plus que il est beaucoup question de références, comme tout le cinéma d'Almodovar, qui est très référencé d'ailleurs, mais on l'entendait dans le monologue qu'on a passé en introduction, Tilda Swinton, au début du film, dispose des livres et des DVD devant elle, et ça fait le même effet de placement de produit, mais sauf que c'est du placement de référence, donc extra-cinématographique ou extra-littéraire, ce qui produit un effet vertigineux de se demander ce que c'est le matériau à la base de ce film, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Enfin, c'est Olivier Lam. Oui, d'ailleurs, je me suis demandé s'il fallait prendre des notes par rapport à ce qu'on voyait dans le décor, et puis je me suis dit non, que c'était pas très intéressant ce qu'on y voyait, et du coup, ça se trouve, ça a vraiment été fait par l'accessoiriste un peu rapidement, ce qui serait étonnant de la part d'Almodovar, mais enfin, le film, on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point il est fait par-dessus la jambe. Enfin, il est très bien réalisé, évidemment, la musique est très belle, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais comme il est produit pas grand-chose, je voulais quand même revenir 2 secondes sur la référence, par rapport au texte original et par rapport à Cocteau, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a... il y a quelque chose pendant les 3 ou 4 minutes où le dispositif de la pièce originale de Cocteau est vraiment investi par Tilda Swinton, où effectivement elle parle toute seule au téléphone, où elle crée toute seule avec sa voix et son corps, elle crée le chant, le contre-chant, le hors-chant, en parlant à cette personne qui n'est pas là, ce qui était totalement dans la pièce originale, donc voilà, et à l'intérieur de cet espace étrange qui est un peu des limbes entre le décor et l'écran, parce que des fois elle sort donc de la maison qui est
de temps en temps filmé du dessus, vraiment de manière à souligner son caractère factice. Et elle est dans cet entre-deux qui est, du coup, il n'y a pas de quatrième mur, mais il y a une espèce d'entre-deux entre le décor et l'écran. Et je me suis vraiment interrogé sur l'essence de cet endroit, sur sa signification. Je suis pas sûr qu'il y en ait une. Je suis pas sûre C'est non peut-être plus, voilà. Ah, Mais ça je suis pas d'accord avec vous. alors peut-être qu'il y en a une. Je trouve Philippe qui est plus intelligent que moi l'a vu. Moi, je me demande jusqu'à quel point c'était comment dire, une convenance par rapport au lieu de tournage. Voilà, juste. Il y a quand même ces 3 minutes où il y a un peu d'intensité. Voilà, Tilda Swinton n'est pas une manchotte. Hein, Non, donc ça, il se passe un petit peu quelque chose. Mais après, j'ai été écouter la pièce dans un enregistrement je pense des années 50. Je me souviens plus du nom de la comédienne qui a été sortie en disque. C'est exactement la même chose. En mieux. Mieux écrit. Oui. Philippe Azouri, vous n'êtes pas d'accord? Oui, là où je suis pas d'accord, enfin avec Olivier, c'est que je pense que justement c'est là que se joue l'intention, et peut-être même l'intérêt principal du film. Il me semble que Cocteau, en 1930, avait, avec cette pièce-là, poussé le théâtre vers ses limites, le mettant vraiment dans une forme d'enfermement. Que Rossellini, au contraire, quand il l'avait tourné avec Magnani, avait réinjecté du présent une sorte de vie, un visage, quelque chose de performatif. Là, l'idée d'Almodovar, c'est d'abord de sortir la voix humaine de son visage, ce qui pourrait être intéressant, même si je pense qu'il n'y arrive pas totalement. Et lorsqu'il fait finalement ce monologue qui ne renvoie plus qu'à lui-même, et là aussi je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier, je pense que tout a été très bien choisi, le film de Douglas Sirk, les romans de Fitzgerald qui est André la nuit, le film c'est écrit sur du vent je crois, enfin il y a réellement un univers qui est désormais aujourd'hui mort, il y a l'idée que ce n'est plus la tragédie d'une femme, comme c'était le texte original de Cocteau, c'est la tragédie d'une actrice dans un cinéma qui ne renvoie plus qu'à lui-même, qui se joue quasiment en circuit fermé et qui est très très seul. Et même dans l'aventure même de ce film devait sortir en salle. Il y a eu des projections de presse au mois de novembre ou décembre, je ne me souviens plus, avec l'idée que dès que ça ouvre, on le projette. Puis bon, le cinéma n'ouvre pas et finalement ils n'ont pas attendu et aujourd'hui, il le donne à voir sur le petit écran et c'est presque la tragédie et de cette femme, enfin et de cette actrice, de ce que dit ce film, enfin par rapport au rapport que peut avoir Almodovar désormais avec le cinéma, dont on sent que c'est désormais un objet mort, ça n'a plus de prise sur le présent, c'est un objet totalement référencé. C'est pour ça que j'en reviens à cette histoire de cinéma filmé de Biette qui tombe juste sur ce film-là parce que on voit vraiment une langue morte quasiment. C'est très très différent complètement opposé à ce qu'on avait fait Rossellini. Et c'est plus du tout, et c'est même pas ce qu'il en faisait lui à l'époque de Femmes au bord de la crise de nerfs, où c'était vraiment, enfin les drama queens, il y avait une archéologie du drama queen qui l'amusait beaucoup. Là, c'est vraiment la solitude d'une actrice. C'est le cinéma renvoyé à sa propre solitude. C'est pour ça que je trouve que il m'intéresse théoriquement là-dessus, même si le film ne me procure pas beaucoup de plaisir. En tout cas, rien de comparable avec ce que Almodovar diffuse depuis 8 ou 9 ans, qui est absolument sublime. Oui, et qui sont, vous parlez de La Pielle qui habito et du dernier Douleur et Gloire, qui étaient quand même des films sur des hommes, avec des personnages principaux masculins. Et je me suis demandé si, en revenant à sa première matière, donc la femme au bord de la crise de nerfs, il n'y avait pas aussi quelque chose de profondément dépassé. Mais ça rejoint ce que vous venez de dire, Philippe Azouri, sur la mort de son propre cinéma. Totalement. J'ai l'impression que là il revisite quelque chose qui n'a plus vie chez lui. Olivier c'est très dépressif. Oui, si on peut revenir sur cette histoire de morbidité, il y a dans la pièce de Cocteau, il y a un moment très beau où le personnage dit qu'elle a le tortillon de fil autour du cou. Et elle dit j'ai ta voix autour de mon cou donc à son amant, enfin son ex-amant. Et je me dis voilà, on a perdu quelque chose avec le kit main libre et les AirPods. Mais peut-être qu'en fait on aurait aimé voir un long métrage. Peut-être qu'on aurait aimé le voir avec une de ces actrices fétiches en espagnol. Moi peut-être qu'on perd aussi quelque chose avec ce côté mini Europudding, c'est-à-dire moi je suis jamais très emballé. Enfin, c'est rare que des grands cinéastes européens fassent quelque chose avec des grandes actrices internationales, même si Tilda Swinton est européenne, mais elle est plus européenne, elle est plus anglaise, elle est internationale. Tilda Swinton, elle est glamour autant qu'une grande comédienne. Du coup, effectivement, il manipule ça. Je pense qu'il était intéressé par ce glamour pour en faire quelque chose et pour l'intégrer à cette grande dépression qu'est ce film. Mais peut-être en long métrage, on aurait un peu étiré, on aurait plus aperçu peut-être le projet et son intensité. Voilà, moi là, dans cette forme-là, je trouve ça quand même vraiment pas grand-chose, quoi.
Allez voir ce drôle d'objet qui en effet dure 30 minutes. Il y a aussi un entretien entre Tilda Swinton et Pedro Almodovar en bonus qui dure plus longtemps que le film, ce qui n'est pas forcément bon signe. La voix humaine, Pedro Almodovar, le film est disponible en tout cas en DVD et VOD. France Culture. La critique. Lucille Como. Deuxième objet au programme de notre critique du jour, où il est aussi question de prendre des pilules et de dépression. C'est le fil rouge du programme de cette critique, n'y voyez surtout pas un signe. La réédition en DVD collector de THX 1138, le premier long métrage de George Lucas sorti en 1971. Film à l'histoire contrariée, il vaut à Coppola, qui est le produit des reproches de la Warner, et se solde par un sacré échec en salle. Comme beaucoup de ces films maudits, il est devenu un objet culte depuis. Correction, THX. Alright, then just back off, THX 1138. Back off. 1138, prefix THX. Buy more. Buy more now. Buy. And be happy. They're watching us now. I can feel it. No one knows. No one can see us. This is City Probe Scanner. We've run across some illegal sexual activity. Can you hear me? Stay calm. Everything will be all right. THX 1138. THX 1138, alias Robert Duval, est le héros de cette fable de science-fiction en pleine dépression dans un système totalitaire ultra contrôlé, dans lequel les humains vivent drogués aux sédatifs et contrôlés en permanence par des écrans. Un jour, il fait l'amour avec sa colocataire, acte interdit, et dès lors se voit séparé d'elle, jugé et interné. Un film très blanc, très plastique, musique qu'on entendait là signée Lalo Schifrin. Philippe Azouri, vous l'aviez vu déjà? Quand? Comment vous l'avez revu? Ah non, c'est vraiment, je l'ai revu avant-hier chez moi. Ouais. Voilà, j'attendais les annonces, c'était pas celle d'hier, mais je voyais ça allait me tomber dessus. Donc il y a des choses très intrigantes d'ailleurs de ce côté-là. Il y a notamment, on dit que des mesures violentes ne vont pas ça c'est dans les premières minutes du film. Les 10 premières minutes du film, les mesures violentes ne vont pas interdire la propagation d'un virus au centre de nos villes. Là, waouh. De toute façon, regarder de la science-fiction en ce moment, ça produit toujours ce type d'effet. Hein. Mais moi, je ne lis plus que ça et de la poésie depuis un an. Je pense que voilà, c'est à peu près comme ça que j'essaie de trouver mon équilibre et me soigner. C'est une bonne question de savoir. Quand je l'ai vu, c'est un film que j'ai vu adolescent, aux alentours de 15 ans, que j'ai un peu revu une fois ou deux. C'est pas un film avec lequel j'entretiens un rapport intime très très fort, mais par contre, ça a souvent été le film préféré ou l'un des films préférés de mes meilleurs amis depuis que je suis ado. Et tous, j'ai remarqué, c'est un truc que je réalisais en écoutant ça, sont devenus progressivement ou musiciens, ou DJ, ou artistes plasticiens. Je pense qu'il y a quelque chose qui est, pour moi, enfin, j'aime pas du tout les catégories, dire ça c'est du cinéma, ça c'est pas du cinéma, c'est un genre de discours qui m'intéresse pas du tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans ce film-là, il y a une absence de vie dont vraiment Lucas et Walter Murch font quelque chose, parce qu'il y a un travail prodigieux. Il y a une absence de vie qui fait que je me retiens de l'aimer totalement, ou en tout cas ça ne me heurte pas, ou ça ne me touche pas comme un film, enfin, comme ce que j'attends, disons, du cinéma. Et par contre, il y a une expérience sensorielle et limite opératique que je rapproche plus vraiment de ce que j'ai ensuite connu à partir des années 90. Et je pense que Olivier se souviendra aussi de ça. Enfin, on a à peu près la même génération, on a à peu près les mêmes goûts en musique. Ce qu'on a connu après avec les raves et toute une génération, ou même tout un travail autour du son et de la pop culture, qui est réellement ce qui m'intéresse le plus dans ce film aujourd'hui à le revoir. Et c'est un film que
voilà, c'est un film qui ne me parle pas intimement, et c'est un film en même temps devant lequel je suis attentif, en passion. Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'autre que ce que le cinéma produit d'habitude. Quelque chose de sensoriel qui va au-delà et qui est presque plus du côté de l'oreille. Oui, alors En partie. ça c'est vrai qu'on l'a entendu là dans ce qu'on a passé et qui est très radiophonique. Mais décrivons peut-être aussi le côté extrêmement plastique de ce film par une scène qui est vraiment au cœur. Donc le personnage principal vient d'être enfermé. Alors enfermé, c'est pas vraiment le mot. En tout cas, il est déposé dans une sorte de zone entièrement blanche, c'est-à-dire que le sol, les murs qu'on devine sont blancs. Donc on a affaire à un écran entièrement blanc. Lui-même est habillé en blanc. Robert Duval est quand même plutôt pâle de nature. Et donc il se retrouve à évoluer dans cette espèce de flou qui devient une matière, c'est-à-dire que le blanc devient vraiment une matière. Et ces mouvements sont presque chorégraphiés. Et si on fait une pause sur cet écran-là, sur ces scènes-là, on a vraiment l'impression d'être dans un musée et de regarder des vidéos de performance ou de danse ou d'art contemporain. Voilà, ça c'était pour situer un peu ce qui peut mettre à distance et en même temps peut-être ce qui fait la qualité du film. Olivier Lam. Oui, il y a un côté white room avant l'heure, mais et puis il y a aussi tout ce que... On a du mal à juger ce que le film a fait en fait à son époque, parce que comme c'est un film qui n'a pas marché, contrairement à Star Wars quelques années plus tard, réalisé par le même Lucas, sound designé par le même Walter Murch, et on mesure le fossé hallucinant et surtout le chemin qu'a fait Lucas entre les deux, qui était quand même un gamin totalement fasciné par le cinéma expérimental, Whiskid, comme dit George Lucas, surdoué, passionné de forme, et qui est devenu, qui en fait voulait raconter des histoires de son enfance. Il y a quelque chose de passionnant, c'est l'introduction qui est un extrait de la série Buck Rogers, qui était, on sait donc Lucas, qui a imaginé le personnage Indiana Jones des années plus tard, est un grand fan de comic book, de pulp, de littérature pulp, etc. Et je trouve ça passionnant qu'il ait mis ça en introduction du film, parce que lui, il raconte que c'est parce qu'il voulait annoncer qu'il allait raconter le destin incroyable d'un héros, sauf que on le contraste entre ça, entre ce qui est montré là, qui aurait pu aussi être mis en introduction de Star Wars quelques années plus tard, puisque ça l'a influencé à égalité. Ça aboutit à un résultat complètement différent, ce qui nous renvoie aussi à ce qu'était la science-fiction à l'époque. Enfin, le cinéma de science-fiction à l'époque, il faut se souvenir à quel point c'était un biais pour faire des films soit métaphysiques, très littéraire en fait, très littéraire très évidemment, ouais. Et puis très réflexif, politique, voilà, Soleil Vert, même Monde Ouest, qui est devenu une série ensuite de Michael Crichton. Oui, ou Fahrenheit 451, le livre puis le film, il y a quelque chose qui regarde là où, pour rester dans la littérature française et son adaptation américaine à La Planète des Singes, voilà, qui sont vraiment des films très politiques, très. Et là, immédiatement, dès le côté méta-médiatique, si je peux dire, c'est-à-dire l'immersion dans le son très altmanienne, très Robert Altman en fait, je trouve, ou Coppola-esque aussi, et aussi dans les images à travers les écrans. Tarkovskien aussi avant l'heure. D'ailleurs, il y a un truc intéressant parce que Lucas voulait tourner à Tokyo pour ses décors, et Tarkovsky a tourné le générique de Stoker des années plus tard à Tokyo aussi, avec cette manière de se projeter dans une autre mégalopole qui serait un peu plus futuriste encore que les cités américaines. Il n'a pas eu les sous. Il n'a pas eu les sous pour le faire, voilà. Du coup, ça a été tourné en Californie, ce qui raconte aussi quelque chose sur le film, ce qui était vraiment très peu le cas à l'époque. Bref, qui force tout ça à regarder activement le décor de manière très différente de Star Wars des années plus tard. Et ce qui saute au visage, c'est que le danger est partout, et il est dans le moindre reflet, etc. Et donc, c'est un film qui nous invite. C'est un cinéma politique, très politique, tout de suite, immédiatement. Et c'est vraiment vertigineux quand on sait les films qu'a fait Lucas par la suite, American Graffiti, Star Wars. Pour autant, il perd presque de sa force politique, peut-être dans l'explicitation et ce côté hyper référencé, hyper littéraire. C'est pas un film très dynamique. Moi, je me suis beaucoup ennuyée. J'ai regardé ça, j'ai trouvé ça beau, donc je l'ai vu, mais je l'ai pas vraiment suivi. C'est-à-dire que en termes de scénario, c'est. Mais il y a des visions quand même. On en reviendra peut-être après. Voilà, après, il y a des visions, des choses extrêmement inspirées, y compris dans l'impensé, quoi. Philippe Azouri. Il y a quelque chose de délirant, c'est que le film coûtait rien. Je crois que ça a coûté, la blague, ça aurait coûté $777 000 et 77 cents. En effet, je suis pas certain que le budget total soit aussi précis. Mais ce qui est fou pour ce qui est quand même un premier film,
tous ces gens-là ont à ce moment-là 30 ans, ou à peine 30 ans, ou un tout petit peu moins de 30 ans. Coppola a compris qu'il y a déjà trois longs métrages derrière. Il y a à peu près tous les fous furieux de... Walter Murch on est arrivé lui à inventer un propre scotch pour qu'il y ait moins de bruit quand il fait les constructions sonores. Bon, Lucas, on sait qu'il est fou allié. Coppola, qui a déjà, qui est aujourd'hui encore, dans une recherche du sensoriel, il planche depuis 20 ans sur un projet qui ne verra sans doute jamais le jour, mais d'un cinéma où les films se feraient au fur et à mesure comme un opéra. Un metteur en scène arriverait à refaire sa mise en scène et son montage en même temps que la projection. On voit que tout ça est déjà là, et on voit surtout que chez Lucas, il y a déjà, c'est quand même très étonnant pour quelqu'un qui a 30 ans et aussi peu de moyens qui lui sont offerts, une ambition totalement démiurgique. Et c'est vrai que la science-fiction de cette époque-là, c'est une science-fiction de commentaires d'une certaine manière. On se sert de la SF, on se sert de la dystopie pour raconter le présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à voir de quel présent parlait en 71 ce film-là. Mais par contre, on y voit, au contraire, dans des réalisations, qu'elles soient sonores, qu'elles soient plastiques, qu'elles soient dans cette espèce de construction d'un espace-temps différent, mais vraiment où même la musique de Lalo Schifrin n'importe moins que les sons, que tout ce qui nous éloigne. On y voit déjà vraiment la volonté de construire un monde qui est fermé sur lui-même. C'est pour ça que c'est pas idiot de regarder les deux films, le Almodovar et THX 1138, l'un à la suite de l'autre, parce que ça crée deux cinéastes qui ont à peu près rien à se dire, graphiquement parlant. Il y a quand même l'idée dans les deux cas de gens qui construisent des mondes qui sont totalement fermés, qui ne communiquent plus qu'avec eux-mêmes. C'est quand même très très intéressant. Alors, revoir ça aujourd'hui confiné, c'est pas mal, quoi. Olivier Lam. Oui, non, je voulais revenir sur le côté un peu haletant de l'action. Il y a quand même quelque chose, c'est que la révolte de ce THX 1138, elle est très sourde, elle est individuelle, et surtout qu'elle provoque aucun remous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution à l'œuvre. Et je pense que c'est une réponse à cette terreur qui finalement est assez molle, qui est assénée toujours avec politesse, c'est-à-dire ces robots qui marchent pas d'ailleurs comme des robots, mais qui marchent plutôt comme des cow-boys. Et elle est minée d'erreurs humaines aussi, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui se trompent tout le temps. La coercition, elle est très peu efficace. Finalement, ils s'échappent assez facilement. Et ça Murch et Lucas le disent. Tous les personnages qui pourraient être des adjuvants ne fonctionnent jamais comme tels, et les portes s'ouvrent. Mais la porte est ouverte, en fait. La porte est ouverte depuis le début du film. C'est ça qui est impressionnant. Et finalement, ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'évidemment, les gens ne pensent même pas à s'échapper. THX 1138 est sorti en DVD collector chez Warner. Merci beaucoup à vous, Philippe Azouri. Merci, Olivier Lam. Je vous garde, parce qu'après le journal, la critique se poursuit avec des disques Mustang, l'Institut et Lana Del Rey.